Ce rapport est un rapport qui porte pour titre « Éradiquer la pauvreté au-delà de la croissance ». Il en existe une version française, même si la version originelle est en anglais. Et le rapport vise à provoquer au sein des Nations Unies un débat sur la manière de lutter contre la pauvreté sans croissance, à partir d'un constat, c'est que chaque fois qu'on parle de post-croissance, voire de décroissance, le réflexe immédiat des gouvernements est de dire mais sans croissance, il n'est pas possible de réduire la pauvreté. Et j'ai voulu relever ce défi, tenter de relever ce défi en essayant de montrer qu'on n'était pas face à un dilemme tel que classiquement pensé, soit réduire l'empreinte écologique et accentuer les crises environnementales, soit abandonner la lutte contre la pauvreté. Je pense qu'on peut en réalité éradiquer la pauvreté sans croissance. Je voudrais mettre en avant, au fond, 6 messages. Le premier message, c'est que au sein des Nations Unies, la lutte contre la pauvreté est encore très largement comprise comme devant passer par la croissance économique, l'augmentation du PIB. La lutte contre la pauvreté est pensée comme devant répondre à une séquence en 3 temps. On augmente la richesse, ensuite on taxe les entreprises, les ménages les plus aisés, et grâce à cette imposition des entreprises et des ménages les plus aisés, on peut financer les services publics, la protection sociale et par conséquent réduire la pauvreté, réduire les inégalités qui sont causées par les mécanismes du marché. Au fond, c'est cela qui domine jusqu'à présent la réflexion sur la lutte contre la pauvreté et cette amélioration du pouvoir d'achat des ménages les plus défavorisés, cette redistribution des richesses grâce à ce système d'impôts et de transferts permet de continuer de faire fonctionner la machine économique dans un schéma qui est hérité au fond de la période fordiste de l'après-guerre et les prescrits de l'économie keynésienne. Ce modèle, à mes yeux, ne marche plus. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la fonction de l'État qui est d'imposer les entreprises et les ménages les plus aisés est une fonction que l'État a de plus en plus de mal à remplir. L'évasion fiscale, les stratégies agressives d'optimisation fiscale, la concurrence fiscale que se livrent les États pour attirer les investissements fait qu'il est devenu de plus en plus difficile pour les États d'aller chercher la richesse là où elle se trouve afin de financer les politiques publiques. Deuxièmement, la redistribution dont l'État est chargé est de plus en plus problématique. Au fond, pour que la protection sociale soit efficace dans la réduction de la pauvreté, on cherche de plus en plus à cibler la protection sociale sur les ménages les plus précarisés, sur les personnes qui ont le plus besoin de l'assistance de l'État. Mais il en résulte un ciblage qui, en fait, augmente le taux de non-recours aux droits, c'est-à-dire le nombre de ménages qui, bien que faisant face à la précarité et à la pauvreté, ne parviennent pas à surmonter tous les obstacles administratifs leur permettant d'obtenir telle ou telle prestation sociale. Et j'ai fait d'ailleurs pour les Nations Unies, il y a maintenant 1 an et demi de cela, un rapport sur le non-recours aux droits, montrant que par exemple en France, le revenu de solidarité active, qui est le revenu minimum auquel on doit avoir droit quand on n'a pas d'autres sources de revenus, n'est pas perçu par pratiquement 40% des personnes qui, en principe, devraient être bénéficiaires. Pourquoi ? Parce qu'il est très compliqué de faire valoir ses droits, de réunir les documents administratifs, de surmonter tous les obstacles que l'État impose. Et enfin, une troisième difficulté, c'est que dans ce schéma de lutte contre la de lutte contre la pauvreté, l'État est forcé de favoriser la prospérité des entreprises parce qu'elles créent de la richesse et l'État s'est placé en position de dépendance à l'égard de cette création de richesse qui leur est confiée. Et donc, les entreprises peuvent très aisément exercer un chantage sur l'État, obtenir de l'État les concessions qu'elles souhaitent, parce que de leur prospérité dépend la capacité pour l'État de satisfaire les attentes de la population. Et donc, la question est de savoir si
l'on ne doit pas aller en quête d'autre chose. Et le rapport que j'ai remis aux Nations Unies tente de montrer que nous pouvons faire mieux en arrêtant d'être distraits de la tâche urgente de réduction de la pauvreté et des inégalités par le souci d'augmenter le PIB et de passer par cette case, si vous voulez, comme s'il s'agissait là d'un passage obligé. Le rapport tente de montrer que les bénéfices attendus de l'augmentation du PIB ne se réalisent pas dès lors que cette augmentation du PIB s'accompagne d'une augmentation des inégalités, dès lors aussi que cette croissance des inégalités qui est le prix que nous payons pour le modèle de croissance dans lequel nous nous enfonçons, en fait, stimule des modes de consommation qui ne sont pas soutenables. Le deuxième message, en effet, c'est que cette recherche de l'augmentation du PIB est devenue contre-productive. L'expression vient de Ivan Illich, qui a déjà été cité. Elle signifie simplement que passer un certain seuil, un certain niveau de développement, si vous voulez, la croissance supplémentaire du PIB amène plus d'inconvénients qu'elle n'amène davantage. Et c'est ce que des chercheurs, des chercheuses ont identifié dès les années 1970. On a cité évidemment le rapport de l'équipe dirigée par Donella Meadows et Dennis Meadows en 1972 à la demande du Club de Rome, ces chercheurs et chercheuses du MIT qui ont montré que la croissance infinie n'était pas possible dans un monde de ressources limitées. Je voudrais citer d'autres travaux, notamment de l'économiste Tibor Skitowski, qui publie en 1974 cet ouvrage formidable et oublié, L'économie sans joie, dans lequel Tibor Skitowski nous montre que le plaisir que l'on a à consommer vient du renouvellement permanent de l'offre, de la stimulation permanente que l'on a de la nouveauté de ce qui nous est proposé comme bien ou comme service, mais le confort lui-même, la satisfaction de nos besoins, très vite est source d'ennui. Et donc ce que montre Tibor Skitowski, c'est que nous avons davantage de plaisir dans le renouvellement permanent des objets, et je pense que c'est ce qui explique notre tolérance à l'égard de l'obsolescence programmée. Nous sommes beaucoup moins intéressés à ce que notre confort soit assuré et à ce que nos besoins essentiels soient satisfaits que nous ne sommes intéressés à cette assuétude aux produits nouveaux, aux nouveaux gadgets qui nous sont proposés, aux stimulations nouvelles qu'elle fournit. Et puis, Fred Hirsch, en 1976, dans son ouvrage sur les limites sociales de la croissance, montre que toute une série de biens qui auparavant étaient relativement peu répandus sont devenus très démocratiques, abordables pour un nombre beaucoup plus grand de personnes, et ces biens procurent beaucoup moins de satisfaction dès lors que tout le monde les possède. Pourquoi ? Parce que ces biens ne permettent plus de se classer socialement, de se distinguer des autres, et en fait deviennent contre-productifs quand leur répartition se fait de manière beaucoup plus large. C'est par exemple, par excellence, le cas de la voiture, qui dans les années 50 et 60 pouvait être source d'émancipation, de liberté et de distinction sociale, mais qui, à présent que tous les ménages ou presque peuvent avoir accès à une voiture individuelle, conduit à un trafic saturé, une pollution de l'air massive dont on souffre notamment en ville, et finalement à des frustrations liées au fait que l'on n'arrive plus, à travers la voiture, à se distinguer socialement. Et donc ce que montrent ces auteurs et ce que montre aussi Herman Daly, c'est que vient un moment où la continuation de la croissance atteint un seuil où elle devient contre-productive. En fait, ce schéma est au centre de l'économie de Herman Daly. Il vise à illustrer simplement, de manière métaphorique, si vous voulez, qu'à mesure que la croissance se poursuit, les crises environnementales, les impacts écologiques de l'augmentation de la croissance se renforcent. C'est la désutilité de la croissance, si vous voulez, que montre
la courbe qui monte, et puis l'utilité marginale pour le consommateur, la consommatrice de la croissance supplémentaire décroît parce que les biens auxquels on a accès sont de moins en moins intéressants, contribuent de moins en moins au bien-être de l'individu. Et donc, ces courbes se croisent et à partir de ce moment-là, la croissance supplémentaire devient contre-productive et non économique, comme la décrivait Herman Daly. Et d'ailleurs, dans le rapport que j'ai remis aux Nations Unies il y a maintenant 15 jours à l'Assemblée générale, j'essaye de montrer que par ailleurs, la quête de croissance crée un véritable problème de santé publique, étant donné l'explosion des dépressions, des phénomènes d'anxiété, de burn-out, liés notamment à la pression qui est faite dans le monde du travail sur les travailleurs et les travailleuses. N'est-il pas tout de même interpellant de constater que ce sont les économies les plus riches, celles dans lesquelles le PIB a augmenté le plus, que les taux de dépression, d'anxiété sont les plus élevés, ce que montrent par exemple ces graphiques, respectivement pour la dépression et l'anxiété à gauche et à droite de ce panneau, qui montrent comment, dans nos pays riches, nous faisons face à cette véritable pandémie de problèmes de santé mentale liés à la pression qui est exercée sur nous et à cette obligation de performance, de compétitivité pour rester dans la course. On se demande parfois pourquoi ce lien et pourquoi dans les sociétés riches mais inégalitaires, les problèmes de burn-out, de dépression, d'anxiété augmentent. L'explication principale, semble-t-il, tient au fait que dans une société où les inégalités sont tolérées comme prix de la croissance économique, les individus ont peur du déclassement, sont menacés en permanence dans leur statut par la comparaison sociale qui s'impose à eux et ont des vies qui sont de plus en plus individualistes ou, comme le disait Castoriadis, privatisées. Ils forment de moins en moins société, le capital social, expression qui vient du sociologue Robert Putnam, se rétrécit et on fait de moins en moins société, on se sent de moins en moins solidaires les uns des autres et cela, c'est largement le prix du type de développement que nous avons choisi, reposant sur la croissance plutôt que sur la priorité donnée à la satisfaction des besoins des ménages précarisés. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles mon travail le plus récent s'est intéressé à ces phénomènes de dépression et d'anxiété, c'est parce que j'ai été, comme beaucoup d'entre vous sans doute, interpellé par les conclusions auxquelles sont arrivés Angus Deaton et Anne Keyes, qui ont publié Mort de désespoir et l'avenir du capitalisme, traduit sous ce titre en français en 2022, je pense, où Anne Keyes et Angus Deaton montrent qu'aux États-Unis, on a assisté pour une catégorie de la population, les travailleurs et travailleuses faiblement qualifiés, les cols bleus dans l'économie américaine, à un phénomène unique dans l'histoire de la civilisation, c'est une chute de l'espérance de vie, tenant au fait que ces travailleurs et travailleuses se sentent déclassés, redondants, menacés par la mondialisation, par l'automatisation des tâches et aujourd'hui par l'intelligence artificielle, ont peur de perdre leur statut social et finalement ont des comportements, consommation excessive d'alcool, consommation de drogue, notamment d'opioïdes, suicide, qui conduisent à une chute de leur espérance de vie. Cette chute de l'espérance de vie, elle touche les travailleurs et travailleuses faiblement qualifiés blancs, elle touche moins les populations afro-américaines ou latino, sans doute parce que dans ces communautés ethniques-là, on a encore préservé plus de capital social, on a davantage de solidarité au sein de la communauté, et l'histoire, par exemple, des Afro-Américains est encore aujourd'hui celle d'une ascension sociale, certes difficile, certes lente, mais enfin, l'histoire des dernières années est celle tout de même d'un progrès pour les Afro-Américains, alors que pour les petits blancs, les travailleurs et travailleuses de race blanche faiblement qualifiés, c'est l'histoire plutôt d'un déclin, d'une menace qui pèse sur leur statut social. Mon troisième message, c'est qu'il n'est pas possible aujourd'hui de continuer d'entretenir le mythe de la croissance verte.
L'idée, en d'autres mots, qu'on pourrait continuer à s'entêter à vouloir augmenter le PIB tout en réduisant nos empreintes environnementales. Ici encore, je vais me tourner vers un schéma qui est tellement simpliste qu'il relève de la métaphore, mais parfois une image, fût-elle simpliste, est plus parlante que les mots. Les économistes, en général, donnent cette présentation de ce qu'est l'économie à leurs étudiants et étudiantes en première année. C'est un rapport entre les entreprises et les ménages. Les entreprises fournissent du travail, en échange de quoi elles payent un salaire. Les ménages consomment ce que l'entreprise produit grâce au salaire qu'elles reçoivent. Et bien entendu, toute l'économie écologique vise à replacer ce rapport dans les écosystèmes où l'on puise des ressources au détriment, évidemment, du renouvellement des ressources et de la préservation de la biodiversité, et dans lesquels on déverse nos déchets, nos pollutions, y compris les gaz à effet de serre responsables du réchauffement de la planète. Et la question est, est-ce qu'on peut continuer à augmenter le métabolisme, consommation de matière et d'énergie du système économique, sans que ceci ne soit nuisible pour la capacité de la Terre à fournir ses ressources et la capacité pour les écosystèmes à absorber ces déchets, cette pollution. Alors, il y a un débat sur la croissance verte dans lequel on a encore foi aux Nations Unies, et je le constate tous les jours dans mes conversations avec les gouvernements. Et ce débat est compliqué parce que certains pays industrialisés, parmi ceux dont l'empreinte écologique est la plus forte, ont réussi au cours des dernières années à découpler la croissance économique des émissions de gaz à effet de serre, y compris en tenant compte des émissions importées, donc dans les biens qu'ils importent. C'est le cas de la France, c'est le cas de la Belgique, c'est le cas de quelques pays de l'OCDE, mais ce que montrent les travaux les plus récents, et j'attire notamment votre attention sur cet article de Joachim Vogel et de Jason Hickel, paru à l'été 2023, qui tente de faire le bilan de ce débat sur la croissance verte. Ce que montrent ces études, c'est d'abord que même en matière d'émissions de gaz à effet de serre, le découplage auquel on arrive n'est pas du tout suffisant pour respecter les engagements que l'on a pris pour éviter un réchauffement dangereux pour la planète dans l'accord de Paris de décembre 2015. Ceci est illustré par le schéma que vous avez sous les yeux, si vous voulez. Le découplage auquel on parvient est illustré par cette ligne rouge qui décline légèrement, mais le découplage auquel il faudrait arriver est beaucoup plus net. Pour vous donner simplement une idée, on estime aujourd'hui qu'on va arriver à réduire de 2% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 en comparaison à l'année 2019, alors qu'il faudrait les réduire de 43% pour rester dans les clous de l'accord de Paris. Mais l'autre problème, c'est que ce découplage n'est réalisé que par les États dont les émissions sont les plus élevées par habitant, et qu'en outre, ce découplage ne concerne ni l'extraction de ressources non renouvelables, ni la perte de biodiversité, c'est-à-dire la destruction du vivant. Bref, il ne s'agit là que d'un indicateur, peut-être pas le plus important, de la viabilité de nos modes de production et de consommation. Et ce que dit le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, c'est qu'il faut cesser de miser sur ce découplage de la croissance économique avec les émissions de gaz à effet de serre. Ceci ne suffira pas. Ils nous alertent dans leurs rapports les plus récents sur le risque de ce techno-optimisme, cette idée fausse et pourtant répandue que l'on pourrait continuer de produire et de consommer sans que les modes de vie aient à se mettre en question, simplement grâce à l'apport des technologies plus vertes, plus propres, qui permettraient de manière en quelque sorte indolore de ne pas continuer d'accélérer cette course vers l'abîme. Le quatrième message que vous trouverez dans ce rapport,
c'est que la quête du PIB, la recherche de la croissance économique, parce qu'on suppose qu'il s'agirait là du passage obligé de tout le reste, conduit les gouvernements à adopter des politiques qui, en fait, sont source d'exclusion sociale et créent les problèmes mêmes auxquels la croissance voulait répondre. Et c'est d'ailleurs ce que dit cette officine d'extrême gauche qu'est l'OCDE dans un rapport Beyond Growth Towards a New Economic Approach. Ils disent ceci, je cite, « Les progrès attendus d'une hausse du PIB peuvent souvent être compromis par la manière dont ces progrès sont générés, en particulier pour les personnes à faible revenu, ayant un travail plus précaire, et lorsque la consommation privée est privilégiée par rapport à la fourniture des biens publics. » En fait, ce que nous dit l'OCDE, c'est que les outils que nous avons développés pour créer la croissance sont des outils qui sont devenus contre-productifs. On veut augmenter les salaires, on veut financer les services publics, la protection sociale, on veut créer des emplois, on veut investir dans la transition écologique, mais pour faire cela, on part de l'idée qu'il faut augmenter le PIB, et cette augmentation du PIB, on la recherche en précarisant le travail, en libéralisant le commerce et l'investissement, en adoptant des technologies qui augmentent la productivité du travail, mais réduisent du coup la demande de main-d'œuvre, et on a au fond des politiques qui, sous prétexte de créer la croissance, créent les problèmes même auxquels la croissance voulait répondre. De manière tout à fait classique, on veut par exemple attirer les investisseurs en créant un climat favorable à l'investissement, c'est-à-dire en réduisant les impôts sur les entreprises et en réduisant le fardeau réglementaire qui pèse sur elles. C'est d'ailleurs ce que viennent de nous dire les dirigeants européens lors du sommet européen de Budapest qui vient de se tenir. Et c'est en ce sens que la quête du PIB est devenue contre-productive. Le cinquième message, c'est qu'on peut faire autrement. Et le rapport ne se contente pas d'un constat un peu désabusé sur les limites de l'augmentation du PIB, il fait des propositions concrètes dans une série de domaines que je ne peux pas explorer en détail, mais les messages essentiels sont au nombre de 4. 1. Il faut lutter contre la pauvreté, d'abord en luttant contre les inégalités et non pas en augmentant le gâteau à répartir. Les inégalités sont un problème pour une série de raisons, mais notamment parce que dans une société très inégalitaire, la machine économique va répondre à la demande qu'exprime le pouvoir d'achat des plus aisés de la population et pas aux besoins des personnes en pauvreté. Le marché répond à la demande, il ne répond pas aux besoins. Et pourquoi le marché répond-il à la demande? C'est parce que pour l'essentiel, l'économie est entre les mains d'entreprises qui visent à récompenser les actionnaires pour leurs investissements, à faire du profit, et non pas à satisfaire les besoins des personnes en précarité. Et c'est la raison pour laquelle on continue de construire des villas 4 façades avec piscine, des jets privés, des voitures super puissantes, alors même qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal logés, qui n'ont pas accès à la mobilité et qui ne voient pas leurs besoins essentiels satisfaits. Il y a d'autres raisons, évidemment, de lutter contre les inégalités, y compris parce que les inégalités fortes font que certains intérêts économiques puissants sont capables d'influencer le processus de décision politique à leur profit. Ça me paraît un grand problème, y compris pour la transition écologique. Et donc le rapport met beaucoup l'accent sur pourquoi il faut lutter contre les inégalités. Et puis, le rapport, c'est le deuxième message qu'il met en avant au titre des solutions, parle de fiscalité. Comment financer les services que fournit l'État sans qu'il faille créer de la croissance pour que l'État puisse continuer d'être financé? Eh bien, croyez-moi, on est loin d'avoir tout essayé. On taxe le travail, on taxe les entreprises au départ des bénéfices qu'elles réalisent, mais on ne taxe pas du tout assez la richesse, les actifs immobiliers et financiers dont la croissance a été extraordinaire depuis un siècle et demi et qui ont créé des inégalités encore bien plus fortes que les inégalités de revenus, comme le montrent les travaux de Thomas Piketty. Dans beaucoup de pays de l'OCDE, on ne taxe pas les successions. On n'impose aucun impôt sur la transmission successorale des parents aux enfants.
Or, c'est la meilleure façon de briser les cercles vicieux qui perpétuent la pauvreté comme le privilège d'une génération à l'autre. Donc il y a des propositions sur la fiscalité, il y a des propositions sur la consommation. Il faut évidemment lutter contre les modes de consommation ostentatoires et destructeurs de la planète, et lutter contre la surconsommation ainsi que l'obsolescence programmée des objets. Et puis, il y a des propositions sur le travail. Je remercie d'ailleurs Thomas Coutreau pour l'inspiration que ces travaux ne cessent de procurer. Le rapport parle de l'économie sociale et solidaire. Le rapport parle de l'importance de payer les gens en fonction de l'utilité sociale de ce qu'ils produisent. N'est-il pas aberrant que l'on paye des salaires très élevés à des traders en bourse, à des banquiers privés dont le travail, ou à des conseillers fiscaux dont le travail est nocif, présente une désutilité sociale, alors que les infirmières, les instituteurs, les institutrices, les médecins ne sont pas payés comme il le faudrait en dépit de l'utilité essentielle des travaux qu'ils fournissent à la société. C'est encore un chapitre du rapport qui porte sur cette question. Enfin, la difficulté au sein des Nations Unies, évidemment, c'est qu'on travaille à l'échelle mondiale et que tous les pays ne sont pas situés également. Certains pays doivent continuer de produire des richesses pour financer des investissements en infrastructures, en écoles, en hôpitaux pour la population. Beaucoup de pays sont très fortement endettés, ont besoin de croissance parce qu'ils ne peuvent pas sinon rencontrer le fardeau du service de la dette. Et donc, le rapport, fondé sur beaucoup de consultations, tente de répondre à ces questions. Je n'ai pas le temps de développer cela parce que Gabriel s'inquiète et me fait des grands signes. Je vais donc terminer par simplement 2 références à ce qui nous attend dans les mois et les années qui viennent. D'abord, ceci ne vous aura pas échappé, les Nations Unies ont commencé à préparer la période 2030-2045 après les objectifs de développement durable. Et la première grande réunion qui s'est tenue sur cette question s'est réunie à New York les 22-23 septembre dernier, qui ont conduit à l'adoption, à ce sommet pour l'avenir, du pacte pour l'avenir. Et ce pacte pour l'avenir contient des choses intéressantes, notamment, même si ce n'est pas nouveau, un engagement à développer des indicateurs de progrès en matière de développement durable en complément ou alternatif au PIB. On va mettre sur pied un groupe d'experts de haut niveau là-dessus. C'est rassurant, ce n'est pas nouveau. Je suis dubitatif quant à l'impact de ces indicateurs alternatifs de progrès s'ils ne s'accompagnent pas de transformation de nos manières de produire et de consommer. Et dans les consultations que j'ai conduites en amont de mon rapport, tous les États ont répondu à mon questionnaire. Oui, on fait du chemin vers la post-croissance, on sort de l'obsession du PIB parce qu'on a cette batterie d'indicateurs alternatifs, mais à quoi sert un indicateur si vous n'en tirez pas les conclusions quant aux politiques que vous menez? C'est un peu comme avoir un tableau de bord dans une voiture, voir que votre réservoir est presque à vide et que vous êtes en train de dépasser les limitations de vitesse, mais vous n'avez pas de pédale de frein. À quoi ça sert-il? Et ma crainte, c'est que les Nations Unies s'en tiennent à cela, une réflexion savante, approfondie, nourrie par des experts sur comment être alerté sur ce qu'il ne faut pas faire, tout en continuant de faire exactement cela. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve cet autre passage du Pacte pour l'avenir qui dit qu'il faut de la croissance, notamment par la stimulation des exportations pour les pays en développement, ce qui est exactement la trajectoire dont il faut essayer de sortir. Enfin, je termine, et ce sera vraiment mon dernier mot, Gabriel, en te remerciant pour ta patience, en disant que le rapport qui a été remis aux Nations Unies en juillet, Éradiquer la pauvreté sans croissance, est un rapport qui aura des suites. Je me suis engagé dans ce rapport à développer au cours de l'année 2025 une feuille de route qui va être présentée au second sommet mondial sur le développement social en novembre 2025, le résultat d'un moissonnage d'un grand nombre de propositions de syndicats, d'experts académiques, de think tanks, d'ONG, pour définir le contenu d'un modèle de développement post-croissance. L'idée est de montrer qu'il y a une alternative au modèle actuel, qu'on n'est pas obligé de passer par l'augmentation du PIB pour répondre aux défis que les sociétés rencontrent,
J'espère que cette feuille de route pourra être développée de manière extrêmement participative, avec aussi, bien entendu, des partenaires du Sud. C'est ce à quoi je vais me consacrer dans les 12 mois qui viennent. Je vous remercie de votre soutien et aujourd'hui de votre écoute.